Donc je me présente, Claire Bourgeois, je suis une des juristes de la direction des affaires juridiques et éthiques du CHU de Bordeaux. Donc là, je vais vous présenter très rapidement les notions de secret professionnel, secret partagé, d'un point de vue juridique. L'idée étant justement de débattre de ces définitions qui ont été faites au fur et à mesure. Donc, juste ce que j'aime bien commencer souvent, soit là avec l'informatique, ça me semblait compliqué de commencer par une chanson, donc j'ai préféré commencer par une citation de Jean-Baptiste Blanchard dans le livre Les Maximes de l'honnête homme. Je trouvais qu'en plus c'était assez bien choisi. La première loi de la société est bien de taire ce qui ne doit pas être révélé. C'est cette idée-là qui va nous conduire toute la journée de qu'est-ce que c'est que le secret, qu'est-ce que c'est que le secret professionnel et justement qu'est-ce que dans le secret on peut partager et avec qui. Si on reprend en allant un peu plus loin sur la définition du secret et si on reste sur une définition classique dans tout dictionnaire, donc j'ai pris celui du Larousse. Le secret dans le dictionnaire Larousse est défini comme ce qui doit être... je suis désolée parce que en fait, je ne vois pas très bien. Ce qui doit être caché, confier les secrets à un ami. Après, si on va dans une définition qui est donnée par un dictionnaire juridique, on a à peu près la même idée qui va se voir proche... l'ordinateur. Donc dans la définition juridique du corps nu, on peut voir que le secret est défini notamment comme ce qui ne doit pas être dévoilé par ceux qui sont légalement dans le secret. En ce sens, exclut non seulement la divulgation au public, mais toute communication ou révélation, même privée. Et une autre définition, c'est dont il est interdit de prendre connaissance. Donc on a les deux aspects, d'un côté ce qui doit être révélé et l'autre aussi la recherche d'apprendre une information qui est cachée. On remarque que la définition est dans le dictionnaire classique et dans le dictionnaire juridique sont assez proches. Et si on va un peu plus loin pour regarder en fait quelle est la définition du secret dit professionnel, la notion en fait n'apparaît pas dans les dictionnaires de type Larousse, on les retrouve que dans des dictionnaires juridiques. Définition du secret dit professionnel, la notion en fait n'apparaît pas dans les dictionnaires de type Larousse, on les retrouve que dans des dictionnaires juridiques. Dans ces cas-là, on définit le secret professionnel comme l'obligation pour des personnes qui ont une connaissance de faits confidentiels à l'occasion de leur pratique de leur fonction, de ne pas le divulguer, hors les cas où la loi l'impose autour de la révélation du secret. C'est aussi une obligation qui est sanctionnée par la loi pénale. Et justement, quand on va regarder qu'est-ce que dit la loi pénale et comment elle définit le secret, l'article 226-13 du Code pénal, lui, va en fait lister les catégories des catégories qui sont liées, qui sont tenues par un secret professionnel. Donc on a 4 catégories. On a une catégorie par État. L'exemple qui a été défini par la jurisprudence, c'est les ministres du culte qui sont tenus par un secret professionnel. On a 4 catégories. On a une catégorie par État. L'exemple qui a été défini par la jurisprudence, c'est les ministres du culte qui sont tenus par un secret professionnel du fait de leur état. Par la profession, là tout le monde le connaît, c'est le secret professionnel par rapport aux avocats, mais évidemment par rapport aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux pharmaciens, etc., etc. Dès lors qu'il y a un texte qui prévoit explicitement que ces professions sont tenues au secret professionnel. Enfin, on a aussi les 2 catégories qui sont le secret professionnel dès lors que c'est défini dans une mission ou par une fonction, qui sont dans ces cas-là pour plutôt des charges ou des emplois spécifiques qui, encore une fois, avec un texte qui définit que cette mission ou cette fonction sera tenue par un secret professionnel.
Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de secret professionnel, mais qu'est-ce qui compte secret professionnel? Les professionnels, notamment les professionnels de santé, ne sont tenus à un secret que par rapport à des informations médicales. En fait, ça va bien au-delà. Le secret professionnel, c'est aussi la protection de la vie privée, et donc c'est toutes les confidences que va faire un patient à un professionnel. C'est aussi, même si ça disparaît un petit peu, le secret lié à tout ce qui est la correspondance et aussi aux communications téléphoniques. Alors, ça peut paraître curieux quand on parle de secret médical, de secret professionnel et des professions médicales par rapport au secret des correspondances, mais imaginez-vous si voilà, vous rentrez dans la chambre d'un patient et qu'il est en train de lire un mail, et que il y a des informations personnelles qui sont contenues dessus. Par exemple, un relevé bancaire où on découvre que ce patient a un très fort découvert bancaire. Là, en fait, cette information, vous l'avez appris dans le cadre de votre fonction, et donc vous êtes tenu à un secret professionnel vis-à-vis de cette information-là. Donc on voit que c'est vraiment un secret qui couvre tout ce qui a été confié au personnel, mais également tout ce dont il a eu connaissance, qu'il a pu voir, qu'il a pu entendre, et aussi tout ce qu'il a compris dans l'exercice de sa profession. Et on a de la jurisprudence avec des condamnations civiles d'établissement pour justement de professionnels qui ont violé le secret par rapport à la vie privée du patient. Par exemple, pourquoi il a été hospitalisé, les circonstances de son hospitalisation notamment, qui ne sont pas forcément des données dites médicales, mais qui sont, il y a une condamnation d'un établissement parce qu'un professionnel avait révélé les conditions d'hospitalisation d'un patient qui avait fait une overdose de médicaments parce qu'il avait pris il y a une condamnation d'un établissement parce qu'un professionnel avait révélé les conditions d'hospitalisation d'un patient qui avait fait une overdose de médicaments parce qu'il avait pris un médicament pour avoir une érection plus longtemps. Voilà. Il l'avait expliqué à la famille du patient en voulant les rassurer en disant il n'a pas fait une tentative de suicide. En fait, c'est parce qu'il a pris ce médicament-là, et un membre de sa famille a coupé les ponts avec lui, et donc la jurisprudence, les tribunaux ont considéré que c'était une violation de sa vie privée parce que cette information-là n'aurait pas dû être donnée à la famille. Derrière, en fait, souvent, et on entend beaucoup parler, et ça a été reconnu par la jurisprudence, on dit que le secret professionnel est une obligation générale et absolue. C'est-à-dire que normalement, un patient, par exemple, ne peut pas permettre à un professionnel de rompre le secret. Après, voilà, c'est pénal. Avec le code pénal, on est plutôt sur l'aspect révélation d'informations de la part du détenteur. Et après, depuis 2016, on a vu apparaître aussi une infraction dans le Code de la santé publique avec la possibilité de rechercher la responsabilité d'une personne qui a accédé à des informations non autorisées. C'est l'idée qu'on va rechercher aussi la responsabilité de la tiers qui va rechercher des informations qui sont dites confidentielles. Donc, la violation du secret entraîne une potentielle recherche de responsabilité à la fois pénale, civile et ou disciplinaire. Il y a quand même très peu de condamnations au niveau pénal de révélation du secret, mais pour autant, par contre, on a vu apparaître des condamnations et on a vu aussi une augmentation certaine des recherches de responsabilité des professionnels pour des violations du secret professionnel par rapport à un point de vue pour une responsabilité disciplinaire, notamment avec des patients qui demandent à l'établissement de vérifier que les professionnels qui ont eu accès à leurs informations étaient bien des professionnels qui étaient autorisés. Et c'est là où on voit aussi la notion de secret partagé qui réapparaît. Pour continuer avec le secret professionnel, les dérogations sont prévues uniquement dans des cas limitativement prévus par la loi. Souvent, on les connaît. C'est par exemple les cas,
la révélation au niveau de la justice pour des cas de maltraitance, des dérogations sont prévues uniquement dans des cas limitativement prévus par la loi. Souvent, on les connaît. C'est par exemple les cas, la révélation au niveau de la justice pour des cas de maltraitance. Ça peut être aussi les obligations légales, telles type certificat de naissance, certificat de décès. Donc, il y a quand même des dérogations qui sont prévues. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas le lieu du colloque aujourd'hui. Je vais juste en profiter pour rappeler cet adage de Louis Portes qui dit qu'il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret. Pourquoi je reparle de cet adage-là? Tout simplement parce que pendant très longtemps, en fait, le secret professionnel était un échange et les professionnels étaient tenus par un secret qui était facilité parce qu'on était sur un échange entre deux personnes, le médecin ou le professionnel de santé et entre deux personnes, le médecin ou le professionnel de santé et le patient. Tout le monde a déjà entendu ce terme de colloque singulier. On était sur une discussion entre deux personnes, ça permettait de restreindre la diffusion de la diffusion de l'information. On arrivait à garantir quand même en principe cette idée de secret. Mais ça, c'était dans le temps. Au fur et à mesure que s'est développée la médecine, les progrès, on a vu de plus en plus apparaître une coopération pluridisciplinaire de multiples professionnels et pas que de santé qui interviennent dans la prise en charge du patient, avec une idée de travail en équipe. Et dans ces cas-là, comment vous faites pour travailler en équipe si vous ne pouvez pas partager les informations entre professionnels, si chacun doit respecter et tenir un secret et ne pas parler du patient avec ses collègues qui le prennent aussi en charge. Comment traiter le patient? Transférer d'un établissement à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui doivent être transférées? Au sein des établissements, entre les services, quand vous avez un patient qui a besoin d'une chirurgie et qui après part en réanimation et revient en chirurgie, forcément les professionnels qui vont prendre en charge ce patient dans ces différents services auront besoin d'échanger des informations. De la même façon, quand vous avez un patient qui après va quitter l'hôpital, les informations qui vont être communiquées au médecin traitant pour justement pouvoir discuter de la prise en charge du patient, c'est essentiel. Donc, comment trouver un équilibre entre ce respect du secret professionnel et cette transmission des informations? Et c'est là qu'on a vu apparaître cette notion de secret dit secret partagé. Le secret partagé, en fait, on a eu une première reconnaissance légale de cette idée de partage d'informations avec la loi du 4 mars 2002. La loi permettait un échange entre professionnels de santé uniquement, et donc, et là je vais un peu dévier sur ce que va présenter les personnes d'après moi. Voilà, professionnel de santé, ça veut dire quoi par rapport par exemple à une assistante sociale qui n'est pas considérée comme un professionnel de santé? Ensuite, on avait vu dans la loi du 4 mars 2002, et vraiment je vais y aller très, très rapidement sur ce point-là, avec la notion d'équipe de soins pour la première fois, mais cette notion-là n'était pas définie dans le Code de la santé publique, et donc tout ce qu'on trouvait, c'était l'idée d'une équipe de soins au sein d'un établissement de santé, donc c'était très limité. Comment gérer cette transmission d'informations? Et au fur et à mesure, en fait, du temps, entre 2002 et 2016, on s'est rendu compte que cette définition et que cette permission, elle ne suffisait pas, qu'il fallait aller au-delà pour permettre vraiment un échange entre professionnels. Et notamment, on a eu une grande modification avec la loi du 26 janvier 2016. Donc, cette loi permet toujours un échange d'informations. Alors, toujours quand on parle de secret partagé, il faut toujours ne pas oublier la place du patient dans cet échange, en fait, qui peut avoir lieu entre les professionnels. Le patient, il reste au cœur quand même de cet échange. Pourquoi? Parce que il a un vrai droit d'opposition aux échanges lorsque les échanges d'informations vont avoir lieu au sein d'une équipe de soins. On va avoir ce qu'on appelle un consentement présumé du patient, donc on ne va pas avoir besoin de lui demander son consentement préalable à cet échange. Pour autant, il pourra, lui, s'y opposer à tout moment, dire qu'en fait, il n'est pas d'accord pour que cet échange ait lieu.
Et ensuite, il reste quand même nécessaire. Il pourra, lui, s'y opposer à tout moment, dire qu'en fait, il n'est pas d'accord pour que cet échange ait lieu. Et ensuite, il reste quand même nécessaire de lui demander un consentement préalable lorsque l'échange d'informations va avoir lieu en dehors d'une équipe de soins. Et je reviendrai sur la définition de l'équipe de soins dans quelques instants. Le principe du partage, c'est que des professionnels peuvent, maintenant c'est ce qui est prévu dans les textes, peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels, et on ne parle plus de professionnels de santé, identifier les professionnels, des informations sur une même personne prise en charge, à condition donc qu'ils participent tous à sa prise en charge, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites partie du même service que vous pouvez échanger des informations sur un patient, en tout cas on ne sera pas dans cette notion de secret partagé, participent tous à sa prise en charge, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites partie du même service que vous pouvez échanger des informations sur un patient, en tout cas on ne sera pas dans cette notion de secret partagé. L'idée, c'est qu'il n'y a que les professionnels qui participent à la prise en charge d'un patient qui peuvent échanger des informations. Et là encore, je vais un peu je vous invite à écouter l'intervention d'après qui va vous parler aussi de cette notion-là. Les informations échangées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social ou social. Là, c'est l'idée vraiment d'une prise en charge multidisciplinaire, échanger des informations, mais qui sont toujours nécessaires à la prise en charge du patient. Donc, n'est pas inclus, même si c'est compréhensible, prise en charge multidisciplinaire, échanger des informations, mais qui sont toujours nécessaires à la prise en charge du patient. Donc, n'est pas inclus, même si c'est compréhensible de la part des professionnels de se renseigner sur comment va un patient parce que voilà, j'ai eu des bons contacts avec lui, je veux savoir comment il va dans un autre service, est-ce que tout va bien pour lui. Ça ne rentre pas dans la notion de secret partagé parce que ces informations ne sont pas forcément nécessaires à la continuité des soins. Ce n'est pas la même chose si le patient doit revenir dans le service. Et enfin, le principe du partage doit avoir lieu dans le cadre des missions respectives de chacun. Et ça, c'est pareil, c'est une notion qui est quand même assez complexe et qu'il faudra définir. Et c'est tout l'intérêt de cette journée de pouvoir reparler de ces trois critères. Quand on parle donc maintenant de professionnels qui peuvent échanger des informations, c'est-à-dire tous les professionnels qui relèvent de la 4e partie du Code de la santé publique, médecins, infirmiers, internes, sages-femmes, infirmiers, psychomotriciens, etc., etc. C'est vraiment, pour autant, attention, ce n'est pas parce que vous faites partie d'une profession qui est tenue au secret professionnel que ça vous donne la possibilité de partager des informations et n'importe quelle information sur un patient à un autre professionnel qui est lui-même tenu par le secret. Il faut toujours être, pour on soit dans la définition de secret partagé, il faut toujours se référer aux 3 conditions que je viens d'évoquer avec vous. La particularité et la grande avancée qu'il y a eu avec la réforme issue de la loi de janvier 2016, c'est que maintenant peuvent avoir des échanges d'informations des autres professionnels pouvant s'échanger des informations. C'est là où on a vu apparaître la possibilité d'échanger des informations avec les assistantes sociales, avec un ostéopathe, avec des assistants maternels, avec des particuliers, des personnels de lieu de vie. Donc on a eu en fait une nouvelle définition et on a pris en compte l'idée que la prise en charge d'un patient, elle était élargie et elle était multidimensionnelle. Pour autant, c'est pas parce que c'est permis de discuter avec ces personnes que toutes les informations peuvent être échangées. Encore une fois, on en revient aux conditions que j'ai présentées auparavant. Alors après, une des importantes notions qui est apparue, c'est qu'avec la loi du 26 janvier 2016, c'est que dorénavant, l'équipe de soins est définie par les textes.
Donc l'équipe de soins, ce sont des professionnels, un ensemble de professionnels qui vont partager. Alors une même structure, c'est pas que un établissement de santé, ça va bien au-delà. Une même structure, ça peut être aussi un GHT. Voilà, ça peut être, donc on a même une conception qui va varier en fonction de la conception qu'on va retenir de cette idée de structure. Encore une fois, ça va être abordé un peu toute la journée, donc voilà, je ne fais que présenter ces notions-là. C'est aussi l'équipe de soins, elle peut être construite par le patient lui-même, qui lui va définir lui-même son équipe de soins. C'est-à-dire, alors il faut toujours qu'il y ait un médecin avec des actes prescrits par le médecin qui soit dans cette équipe de soins, mais le patient va pouvoir lui-même définir son équipe de soins. Et la dernière, c'est l'idée des maisons de santé, par exemple. Donc, c'est une structure dépendante d'un cahier des charges. Alors, je suis désolée, celle-là, je sais pas. C'est un ensemble comprenant au moins un professionnel de santé présentant une organisation formalisée et des pratiques qui sont définies dans un cahier des charges. Excusez-moi pour ce petit couac. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces idées-là. J'ai essayé d'être voilà, le plus didactique possible. J'espère que j'y suis arrivée, sachant que y a beaucoup de questions qui se posent, mais ça va être les personnes qui arrivent après moi qui vont pouvoir vous dire toutes les questions que même au niveau juridique, on peut se poser par rapport à ces notions. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation très claire. J'étais obligé de la faire, je m'en excuse. Alors, juste un petit rappel. Donc là, on a 10 minutes de questions devant nous, d'échanges. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ensuite, puis je refais un petit message. Ce sera toujours mon petit gimmick entre chaque, c'est de bien couper votre son. Voilà, merci beaucoup. Marielle, tu veux ? Alors bonjour, je vais vous lire les quelques remarques. Alors, juste effectivement, une assistante sociale a fait remarquer que le secret professionnel, comme l'a souligné Madame Bourgeois, s'applique aussi aux assistantes sociales. Donc, il y a effectivement de nombreux professionnels qui sont concernés par ce secret professionnel partagé. Une autre demande, et c'est la confirmation en fait de ce qu'est le professionnel partagé. Est-ce que le fait de demander son consentement à un patient ou une personne au sujet du partage des informations, est-ce que ce n'est pas paradoxal avec le caractère même de ce qu'est le secret et donc l'obligation de se taire, finalement, de garder l'information pour soi? On n'entend pas. Aux médecins. Mais maintenant, les professionnels, par rapport à une information pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge, c'est une question de confiance aussi. Maintenant, avec la réalité des prises en charge qui sont multiples, il a fallu trouver des solutions et de permettre aussi cet échange de façon à avoir une meilleure prise en charge du patient. Et ça passe par un échange d'informations, parce que si vous avez un professionnel qui va prendre en charge un patient et qui ne sait pas une information qui va lui servir pour, par exemple, faire un diagnostic, ça va être compliqué pour lui. Et donc, voilà, après, c'est ce que je disais au tout début, il y a un équilibre à trouver entre ce secret, cette idée de secret professionnel et l'idée de la prise. C'est ce que je disais au tout début, il y a un équilibre à trouver entre ce secret, cette idée de secret professionnel et l'idée de la prise en charge et de justement d'avoir une meilleure prise en charge. Et ça passe par un échange, c'est une des réalités aujourd'hui. Nous avons une autre question, Claire. Quand faut-il absolument recueillir le consentement du patient? Par exemple, un patient va être transféré en SSR, il est d'accord. Faut-il recueillir son accord pour la transmission des informations nécessaires à sa prise en soins ultérieure?
Alors après, c'est pareil, c'est à quel moment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. C'est une des questions qui peut se poser et je pense que voilà, l'intervention d'après va aborder ce sujet-là. Donc je vais essayer d'être plus courte possible pour pas voilà, dévier. Il me semble en fait que ça dépend des circonstances. Vous pouvez en fait va aborder ce sujet-là. Donc je vais essayer d'être plus courte possible pour pas voilà, dévier. Il me semble en fait que ça dépend des circonstances. Vous pouvez en fait discuter quand un patient va passer en SSR. Il y a des échanges d'informations qui vont se faire forcément. Après, ça dépend aussi du SSR. Est-ce qu'on est dans la même structure ou pas? Ça, c'est une des définitions de l'équipe de soins et c'est là où ça pose beaucoup de questions parce que quelle est cette définition de cette structure? Où là, la loi a laissé quand même une marge de manœuvre. Donc voilà, est-ce qu'on va être dans cette même structure ou pas? Par exemple, est-ce que le SSR va être situé dans le même établissement, le même GHT aussi? On pourrait imaginer ça. Après, il y a aussi le fait que cette information, est-ce qu'elle est nécessaire à la prise en charge? Après, la réalité, c'est aussi que l'échange d'informations, si on arrive à prouver qu'elle était bénéfique pour le patient, voilà, on aura toujours la possibilité qu'elle était bénéfique pour le patient, voilà, on aura toujours la possibilité de mettre en avant cette idée qu'on a voulu avoir une prise en charge effective pour le patient et que c'est pour ça qu'on a recherché l'information. Après, il y a un moment où c'est-à-dire que ça doit toujours être dans l'intérêt du patient. C'est vraiment le maître, enfin, à mon sens, moi, un des maîtres mots, en fait, c'est l'intérêt du patient. Est-ce que c'est dans son intérêt si j'échange des informations avec le professionnel? Après, effectivement, maintenant, avec les définitions de l'équipe de soins et le fait que lorsque cet échange n'a pas lieu dans l'équipe de soins, quand on va regarder dans les textes, effectivement, il faut demander le consentement du patient. Ça, c'est les textes. Alors, une double question sur, tout d'abord, quelle est la définition de permanent de lieu de vie, Claire? Et la question associée, ce serait, est-ce que la famille est un permanent du lieu de vie si c'est l'aidant? De professionnels en fait. Alors effectivement, la loi permet dans certains cas à des personnes, à des particuliers d'avoir accès à des informations parce que elles vont avoir un rôle particulier qui va plutôt une intervention, on ne devrait pas le dire, mais professionnelle en fait. L'idée que leur intervention va être dans un aspect plutôt professionnel. Normalement, la famille et les informations qui sont communiquées à la famille, c'est d'autres textes qui vont s'appliquer. Et en principe, si on est avec un patient qui n'est pas sous une mesure, en tout cas, les informations à la famille, normalement, tout ce qui leur est donné, c'est les informations concernant le diagnostic grave et pronostic grave. Dans les textes, c'est ça. Après, dans la réalité, voilà, on a tendance à donner souvent plus d'informations à la famille qu'on ne devrait juridiquement. Voilà. Après, il y a les questions, et c'est tout le débat aujourd'hui, ça va être des questions d'éthique aussi. Je vous avoue que je ne saurais pas les définir. C'est pas bien, mais voilà, c'est le direct, et je sais pas. On n'hésitera pas à fournir des informations complémentaires aussi à la suite du colloque. J'en profite rapidement pour faire un point à ce sujet. Il vous a fourni un code d'accès avec des liens internet que vous aurez l'occasion de pouvoir avoir à disposition pendant 3 mois à la fin du colloque et dans lequel on alimentera en fonction des questions aussi et des choses sur lesquelles on n'a pas pu répondre durant nos échanges. Encore une question, ou deux même, Claire. Dans un établissement médico-social type foyer de vie avec équipe pluridisciplinaire qui est à la fois soins et éducative, quelle est la possibilité d'échange de est-ce qu'on peut échanger toutes les informations excepté médicales? Alors, c'est pareil, ça va dépendre encore une fois de la définition qui est faite. Et ça, là où c'est compliqué par rapport aux professionnels tout court tel que listé dans le décret de juillet 2016, on a là-dessus, on a des particularités qui ont été définies, ce qui fait que ça complique un peu, hélas, ça veut dire qu'il me faudrait bien 10 minutes pour répondre à cette question-là. Et par ailleurs, je pense qu'encore une fois que ça va être abordé après. Donc voilà, si ça ne devait pas être vu par les intervenants d'après, je reviendrai dessus. Mais là, il me semble que ça interviendra après. Donc, et c'est une question assez longue, j'avoue. Donc, je préfère dévier. Ou la reporter plutôt.
Alors, on vous remercie parce que vous êtes très nombreux à poser des questions et on s'en excuse aussi parce qu'on ne pourra pas certainement répondre à toutes. Alors, une autre question, Claire. Comment maintenir ce que l'on nomme encore un secret quand la pression administrative est très forte? Exemple, entrée en EHPAD et production d'un dossier médical. Comment maintenir ce que l'on nomme encore un secret quand la pression administrative est très forte? Exemple, entrée en EHPAD et production d'un dossier médical. Là, après, je suis pas sûre que ce soit à moi de répondre sur cette question-là, parce que il me semble que c'est plutôt une question d'éthique et que moi, mon intervention, elle est portée normalement sur le juridique. Donc, c'est justement peut-être tout le colloque qui doit aborder ces questions-là, et sûrement dans les tables rondes, ce sera peut-être abordé, ces questions-là, de savoir est-ce qu'on peut vraiment encore parler de secret. Là, après, je vous avoue que je ne me lancerai pas dans l'éthique. Mais c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, de savoir est-ce qu'on peut encore vraiment parler de secret professionnel. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Et de secret tout court d'ailleurs. Alors merci Claire. Allez, on va prendre une dernière question sur un cas un peu spécifique. Donc, travaillant dans un service de psychiatrie adulte, il arrive fréquemment que des... Et de secret tout court d'ailleurs. Alors, merci Claire. Allez, on va prendre une dernière question sur un cas un peu spécifique. Donc, travaillant dans un service de psychiatrie adulte, il arrive fréquemment que des médecins experts viennent réaliser des évaluations pour la mise en place d'une mesure de protection juridique pour un jugement. Et ces médecins nous demandent fréquemment l'accès au dossier. N'allons-nous pas à l'encontre du secret? Est-ce vraiment nécessaire pour ce médecin expert? Alors après, pour tout ce qui est expertise, en fait, vous avez des textes particuliers qui s'appliquent dès lors que c'est dans le cadre des missions d'un médecin qui a été nommé expert, qui a été désigné expert. Il peut effectivement demander des documents, tous les documents. Après, il faut que ça rentre dans ses missions. Et après, ça dépend de l'expert et ça dépend de qui l'a commis expert, puisque vous avez des différences en fonction de est-ce que c'est un expert, par exemple, qui a été désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux? Est-ce que c'est un expert qui a été nommé par la justice? Qui l'a commis expert, puisque vous avez des différences en fonction de est-ce que c'est un expert, par exemple, qui a été désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux? Est-ce que c'est un expert qui a été nommé par la justice, par un procureur, par exemple? Est-ce que c'est un expert qui a été nommé dans le cadre par un juge civil? Est-ce que voilà, et tout ça, les règles vont différer, donc c'est toujours un peu complexe, mais en principe, un expert peut demander à accéder à des informations dès lors que ça rentre dans le cadre de sa mission. Donc quand vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à lui demander sa mission, la copie de sa mission, et regarder ce qui est prévu dans cette mission. Merci beaucoup Claire. On va